Et à long terme, on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas fait. D'accord. Le livre qu'on n'a pas écrit, ce qu'on n'a pas dit à son père avant qu'il meure, ce qu'on n'a pas essayé à un moment donné de faire, le voyage qu'on n'a pas fait, etc. Et du coup, pareil, moi, entre l'action et l'inaction, maintenant, à chaque fois que je me pose la question entre faire et pas faire, je pencherai toujours quand même pour faire. Parce que c'est plus en faisant, déjà c'est en faisant qu'on découvre, c'est en faisant Ouais. qu'on apprend, et pas faire, je pense que c'est un poids beaucoup plus lourd que de faire. Je pense qu'on ne regrette pas d'être courageux, quoi. On ne va jamais Ouais. se dire « Ah, c'était un mauvais choix quand c'était un choix courageux, quoi. » Alors, donc, Sophie, donc moi, je suis tombé sur ton livre et j'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont tu attaques la problématique du choix. C'est vrai que le choix en lui-même, ben, c'est un problème, le choix. C'est un problème et c'est peut-être même une solution. Donc, c'est à voir où est-ce qu'on commence. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe de manière sous-jacente à nos choix? Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme réflexion. Et moi, ce que j'aimerais savoir là, tout de suite et maintenant, si possible, c'est comment est-ce que tu en es arrivé justement à te questionner Mm. sur le choix. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Je pense que ça a toujours été quelque chose, moi, qui m'a un petit peu interrogée de... En fait, je pense que avec du recul, je me dis que je devais avoir un FOMO géant depuis toujours et que j'ai toujours. Et je me suis toujours demandé si je vivais la bonne vie, si j'étais pas en train de me tromper. Ouais, Et par mes choix, je me suis dit, voilà, si on n'a qu'une vie et que c'est celle-là, c'est par nos choix qu'on la réussit ou qu'on la rate. Et donc, est-ce que je fais les bons? Et ça m'a toujours un peu obsédée, en fait, de savoir si je vivais assez, en fait, si je faisais assez de choix, si je prenais les bons chemins, etc. Et puis là, ça s'est arrivé, le livre est arrivé à un moment de ma vie où, en fait, j'avais monté un média, ça s'est pas très bien passé, j'ai démissionné du jour au lendemain. Et je me suis vraiment littéralement retrouvée d'un jour à l'autre chez moi en me disant, bon, bah, maintenant, c'est bien, tu as claqué la porte, qu'est-ce que tu fais? Et j'avais besoin de m'asseoir. Et moi, j'écris pour comprendre. C'est vraiment quelque chose, je ne peux pas réfléchir sans écrire. Donc, je me suis vraiment assise et je me suis dit, voilà, maintenant, je vais bien choisir la suite. Parce que si on regarde mon parcours, en fait, tous les 3 4 ans, je démissionne. Et là, d'accord. j'ai de nouveau fait ça et je me suis dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher un boulot probablement pour redémissionner dans 3 ou 4 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que ça veut dire que je suis hyper curieuse, instable et que j'ai besoin sans arrêt de nouvelles expériences? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai pas trouvé encore vraiment ce dans quoi j'avais envie de m'investir et de construire? Et du coup, je me suis dit, voilà, comment faire les bons choix à partir de maintenant? Comment je vais choisir mon prochain job et au-delà de ça, quoi faire de mon temps en fait? Parce qu'au début, on ne sait pas Mhm. sa journée, puis en fait, quoi faire de sa vie, de manière à pas reproduire tout ce que j'ai fait avant, que je considère pas du tout comme des erreurs, hein, mais j'avais 35 ans, j'arrivais à un moment où je me suis dit, bon, maintenant, ça va d'accumuler des expériences et de recommencer à zéro à chaque fois. Maintenant, j'ai Ouais. envie de faire quelque chose et de trouver et de m'investir et de faire quelque chose que je vais pouvoir développer sur la durée. Et donc, j'ai écrit comment faire les bons choix. Et puis, je me suis mise à chercher, un peu comme toi, j'aime beaucoup lire. Et je me suis mise un petit peu à chercher dans la psychologie, dans les neurosciences, qu'est-ce qui influençait, en fait, nos choix. Parce que j'avais envie d'être libre, en fait. Je me suis dit, le prochain choix, je veux qu'il se fasse de manière vraiment intentionnelle, vraiment libre. Et je veux pas que ce soit des peurs, des manques. Parce que je voyais bien ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de m'affoler sur LinkedIn, de Ouais. réactiver tous mes contacts, de compulsivement répondre à des annonces pour des jobs qui ne m'intéressaient pas du tout, pour combler le vide et la peur de me retrouver sans rien. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, ça va nulle part. En fait, là, je cherche juste, je m'agite et j'ai besoin de bien choisir la suite pour pas, voilà, pour pas de nouveau, au bout de quelques mois, arrêter, quoi. Et voilà. Puis en fait, j'ai commencé à écrire un petit article pour Medium, mais pour moi, hein, à la base, c'était vraiment pour structurer un petit peu mes pensées. Et puis en l'écrivant, en fait, j'ai eu envie de continuer, continuer, continuer. Et puis comme dans un coin de mes projets aussi, il y avait toujours d'écrire un livre, je me suis dit, Ouais. en fait, c'est le moment. Et maintenant, j'ai mon sujet. J'avais cette envie déjà depuis très, très longtemps. J'écris déjà depuis longtemps. Et je me suis dit, j'ai le temps, j'ai la question et j'ai plus d'excuses en fait. Donc, au lieu d'en faire un article, je vais en faire un livre parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais mis le pied dans la porte, il y avait des tonnes et des tonnes de réflexions fascinantes à aller fouiller et j'avais envie d'aller au bout de ça en fait. Voilà comment je m'y suis. C'est un peu long, mais voilà Non, comment. non, 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 c'est vraiment pas long. C'est quelque chose qui est assez commun parce que il y a beaucoup de gens qui se posent la question lorsqu'ils sont à la fin d'une histoire.
qu'elle soit professionnelle ou personnelle, de qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je vais décider de ce que je vais faire après. Ouais. Ouais, c'est Et l'heure du temps, en fait. On se dit, bon, au ouais, lieu de... si on va recommencer à zéro, autant recommencer sur des bonnes bases et pas faire les mêmes bêtises, quoi, en fait. carrément. Et au final, toi, tu t'es retrouvé aussi. J'ai vu que dans ton livre, tu parles aussi d'avoir recherché donc dans la philosophie, dans la psycho et Ouais. dans le bar du coin. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as considéré le bar du coin comme un endroit où on pouvait peut-être trouver des réponses justement Ah, existentielles? ouais, alors, t'es le premier à me poser cette question parce que les gens, à chaque fois, me parlent plus de la psycho et tout ça. Et en fait, non, le bar du coin, c'est parce que j'écrivais pas mal dans les cafés. Et il y a un Ouais, café à Annecy qui s'appelle le Bar du Parc. Et c'est vraiment le café à l'ancienne avec toute une population qui, selon l'heure à laquelle on y va, est totalement différente. Donc, le matin, il y a les petits vieux, souvent des hommes, qui viennent et puis qui ont voilà, leurs petites habitudes. Et puis, dès qu'ils voient quelqu'un de nouveau, ils commencent à lui parler. Donc, moi, j'étais là. Au début, ça m'énervait parce que en fait, ils étaient tout le temps en train de m'interpeller et j'arrivais pas à me concentrer. Après, j'ai dit, mais c'est génial, c'est un vivier d'histoire énorme. C'est des gens qui ont 70, 80 ans. Là, ouais, en l'occurrence, c'est beaucoup des immigrés italiens, siciliens. Donc, en plus, ils ont ce petit côté vieux mafieux assez rigolo. Et en fait, ils sont assez vite. Les discussions étaient assez vite philosophiques contre toute attente, quoi, parce qu'en fait, ils sont ouais, aussi à un moment de leur vie où ils font un peu un petit bilan, puis ils ont un peu des leçons comme ça à distiller, qui n'étaient pas celles qui m'ont le plus marqué, mais en fait, je me suis dit qu'il y avait plein de, plus que des leçons, des questions avec ces gens-là, et ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais quand on a à cet âge-là, 70-80 ans, comment, quand on regarde sa vie, est-ce qu'on se dit qu'on est là où on devrait être ou que voilà, quel est ce recul? Et puis ça m'a donné envie aussi d'aller beaucoup chercher des histoires plutôt que de rester que dans le domaine académique, d'aller chercher des recherches, etc., ce que je trouve passionnant. ouais, Mais j'avais envie de les illustrer par des histoires de vie et qui là, en l'occurrence, ne sont pas celles de mes copains du bar, mais des gens plus connus parce que j'ai cherché des histoires assez dramatiques, enfin dramatiques dans le sens des choix énormes, des choix qui sont vraiment hyper exceptionnels dans des mm, trajectoires exceptionnelles. Mais j'avais envie voilà, de partir de ça, d'histoires, de gens, de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, cette personne ait fait ce choix qui a complètement changé sa vie et comment on peut l'expliquer, quoi? Comment on peut expliquer qu'un Hugh Hefner, qui est le fondateur de Playboy, qui avait une vie totalement conservatrice, qui vient d'un milieu ultra mm. religieux, conservateur, chiant à mourir, à 27 ans, quitte sa femme, ses enfants, fonde Playboy, achète un baignoire, met des blondes dedans et commence à vivre une vie, la vie d'Aloca jusqu'à ce qu'il meure en fait. Hein, il a même Ouais, pas complètement. donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même un avant et un après. Donc, j'ai cherché quand même des histoires. Et voilà pourquoi le bar du coin m'a un petit peu inspiré à dire, en fait, il y a des histoires partout, de choix. Et à chaque fois, je voyais que ce qui m'intriguait, c'était comment ils étaient arrivés à faire ce choix. Est-ce que c'était parce qu'ils s'étaient posé aucune question et la vie a décidé pour eux? Est-ce qu'à un moment donné, ça a été, ils sont tombés amoureux? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont craqué? Ouais. Pété les plombs, voilà, est-ce que c'était la nécessité? Les immigrations, c'est souvent un moment, quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Donc voilà, ça c'était l'idée du bar du coin, c'est de dire en fait il y a des histoires partout et les interrogations peuvent partir de partout. On n'est pas obligé d'aller dans les grandes encyclopédies pour avoir un petit peu de matière en fait. Eh bien, j'adhère complètement à cette philosophie-là. Parce que moi, ce que j'adore faire aussi dehors, lorsque je sors, voilà, entre amis, c'est toujours aller voir des gens que je ne connais pas. Et Ouais. justement, et c'est dans ces endroits-là que ben, on arrive finalement à vraiment échanger. Mm. Et des fois, on tombe sur des histoires dites exceptionnelles. Et on pouvait pas le savoir en regardant la personne à la base. Mm. Et donc, tout le monde a son petit matériel à ramener et qui peut nous enrichir, en fait, finalement. Ouais. Ouais, puis il y avait aussi ce côté, c'est des gens d'un certain âge. En fait, plus je vieillis, plus les gens âgés m'intéressent parce ils sont libres en fait dans leur façon de raconter les choses. Ils essayent plus de paraître, ils essayent Ouais. plus. Et ils partagent d'une manière assez, ouais, ouverte et libre que je trouve très touchante en fait. Mais eux, ils partagent, mais ils partagent en conscience. C'est-à-dire que ils partagent en ayant conscience des facteurs qui ont fait les choix qu'ils ont fait. Non, non, ils ont enfin, assez peu de recul. Mais Hmm. non, non, justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'en fait, il y avait aussi, c'est aussi un constat que j'avais dans des discussions avec des amis où en fait, quand on dit bah, comment tu as choisi ton mari, ta femme, ton copain ou d'avoir des enfants,
souvent j'entendais « Ah, bah, ça a été évident, c'était naturel, je ne me suis pas posé la question ». Je me dis « Mais comment un choix aussi structurant et aussi fort ne peut pas être, à un moment donné, issu quand même d'une petite réflexion ?» Et ça veut dire quoi, en fait? C'était évident, je ne me suis pas posé la question. Donc, ça vient d'où? Donc, c'est inconscient. Et donc, si ce n'est pas la rationalité et le conscient qui a choisi ça, qui a décidé de ce choix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des enfants? Si ce n'est pas une décision consciente. Donc, ça vient d'où? Est-ce que c'est que de la biologie? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus fort que nous parce que c'est ça qui donne pour beaucoup du sens à l'existence? J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière c'est évident, qui fait que les gens ne se posent pas trop de questions et disent bah non, en fait, moi, ma vie, elle est arrivée comme ça. Comme si c'était un peu le destin qui leur était tombé dessus et qu'ils ne s'étaient pas posé de questions. J'avais envie de décortiquer tout ce qui pouvait faire partie de cet évident, en fait. Et sachant qu'il y a des trucs qui ne sont pas très évidents, en fait. C'est évident avec du recul quand on regarde, on dit ah oui, quand on voit l'histoire familiale, on se dit ouais, ok, moi je crois que j'ai compris, mais les personnes ne se sont pas forcément tout le temps posé cette question. Et moi, je voulais aussi arriver pour moi à faire la part des choses entre les freins et les aspirations, en fait. Et quand je dis que je voulais arriver à faire des choix, et j'aspire toujours à faire ce genre de choix, le plus librement possible, c'est essayer de me libérer de tout ce qui est influence un peu négative, tout ce qui est frein. Donc, les traumas, les histoires familiales, les besoins de statut, je dis tout et n'importe quoi, mais ouais, tout ce qui nous fait choisir quelque chose, plus par peur que par envie, et dont on n'a pas forcément conscience. On ne se rend pas forcément compte qu'on veut être médecin parce que papa était médecin ou que notre arrière-grand-père a raté médecine et que du coup, pour en gros réparer sa vie ratée, je vais m'y coller moi. Enfin, il y a plein de mécanismes comme ça dont on n'a pas forcément conscience, sauf à se faire une psychothérapie de 10 ans, et qui sont des freins, en fait, qui nous font choisir des choses qui vont nous peser, en fait. Et moi, je voulais être sûre, en fait, de m'être posé les questions de ces choix-là, enfin, de ces freins-là, pour que tous les choix que je ferais, c'est évidemment une aspiration, c'est très dur à faire, hein, mais à partir de maintenant, ce ne serait pas par peur, mais par aspiration, de dire, en fait, je fais ça, je ne sais pas forcément pourquoi je le fais, mais je sais que c'est une envie, que ce n'est pas une peur, en fait, qui est aux manettes. Je n'avais pas envie que ce soit que des besoins à combler ou des manques à combler qui guident mes choix. Et donc, c'était un petit peu l'idée de ce livre aussi, d'arriver à distinguer quels sont les freins et les forces positives, en fait, et d'essayer de dire, voilà, au final, les choix, c'est très compliqué, il y a des tonnes d'influences, il y a des tonnes de mécanismes qui rentrent en compte. Ouais. C'est difficile de savoir d'où ça vient, il faut peut-être même pas essayer, mais juste essayer de sentir si c'est un choix qu'on fait par peur ou si c'est un choix qu'on fait par aspiration. Et tout ça, c'est la différence, en fait. Ça fait la différence d'un bon ou d'un mauvais choix, à mon sens, quoi. D'accord, ce serait plutôt dans le processus, en fait, qu'un choix il serait bon ou mauvais, et pas dans le résultat. Ouais, c'est ça, exactement. C'est de se dire, c'est un choix que je fais vraiment par envie, quoi. Je fais un enfant par envie, pas parce que mes parents... Il m'appartient vraiment, ce choix. Il m'appartient vraiment, ce choix. Ouais, c'est une aventure, en fait. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'essayer ça. Je sais pas où ça va, c'est peut-être que je vais me planter, mais c'est un choix dont je suis fière, dont je serais fière, que je serais fière d'avoir fait ou que j'ai besoin de faire pour avancer dans ma vie, en fait. Et après, qu'il soit bon ou pas, c'est totalement... En plus, c'est comme disait Kundera, moi j'ai beaucoup lu Kundera pour ce livre. Il dit, en fait, on ne pourra jamais comparer, on n'a qu'une vie, donc on ne pourra jamais comparer une autre vie avec, voilà, si je me suis mariée à tel âge avec ce monsieur et pas à un autre âge avec un autre monsieur. Donc, je ne pourrais pas dire, non, ça aurait été mieux de me marier à 40 ans avec ce type-là. Et donc, en fait, il dit, on n'a qu'une vie. Donc, on ne pourra jamais comparer, savoir si nos décisions étaient les bonnes, quelque part. Donc, moi, je suis plutôt dans l'optique de, une fois qu'on a fait les choix, essayer de les rendre, tu sais, tu sais comment on dit les Américains, c'est pas making the right choice, but making the choice right. En fait, de faire en sorte que le choix que tu as fait devienne un bon choix, parce que c'est ce que tu fais au final, quoi. C'est un peu le départ, en fait. On voit souvent le choix comme l'aboutissement d'une réflexion, etc. Mais pour moi, c'est le départ, c'est dire, je fais ce choix-là maintenant, et on va voir où ça va me mener. Mais c'est le départ, le choix. C'est de dire, je vais faire ce choix-là, ça va a priori m'emmener dans une direction et ça va me transformer d'une certaine manière. Et donc, pour moi, c'est vraiment un point de départ plus qu'un point d'arrivée, un choix. Et résultat, ça veut aussi dire que suite à ce choix-là, il y a peut-être quelque chose à cultiver, en fait, derrière pour qu'il devienne vraiment bon.
Bah oui, oui, oui. Bah, c'est comme, bah, je prends l'exemple le plus évident, une relation en fait romantique, choisir un partenaire. Il n'y a pas le bon partenaire. En fait aussi, peut-être que sur Tinder, il coche toutes les cases, etc. Mais en gros, c'est ce Ouais. qu'on en fait la relation. La relation, c'est un boulot, c'est un job en fait. On le voit bien même en Mm. amitié. Donc oui, il y a des trucs au départ qui sont plutôt bien partis. Mais en vrai, c'est le travail, l'énergie qu'on y met en fait. Et moi, je le vois. Enfin, moi, je suis mariée. C'est un boulot colossal, en fait, de faire marcher la relation. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui vaut le coup aussi. Je me dis, si c'était un endroit où on était juste là pour se reposer, ben, en fait, à ce moment-là, il faut que je reste avec ma maman au coin du feu. Mais c'est quelque chose, c'est aussi un espace où on peut apprendre, où on peut grandir. Et j'aime bien ce petit côté épreuve. C'est épuisant, mais je pense qu'on est là pour ça, en fait. On est là pour essayer d'être un petit peu meilleur et d'essayer, quoi, en tout cas. D'accord. Donc en fait, à travers nos choix, on participe aussi à remplir une certaine mission de vie, en fait, finalement, à travers eux. Et chaque choix peut alimenter cette route personnelle qui nous rendrait meilleurs. Oui, enfin, je pense que le choix, en fait, va nous transformer. Et donc, les Hmm. choix qu'on fait vont nous transformer. Et donc, c'est un petit peu, c'est l'idée que moi, je suis un petit peu fatiguée de tout ce discours de pour faire un bon choix, il faut bien se connaître soi-même, etc. Oui, évidemment, ça va aider. Mais en fait, j'ai aussi envie de dire, c'est tellement le bordel de bien se connaître et on a des envies qui sont tellement contradictoires parfois. On a des conflits énormes. Hmm. Et on ne sait pas, et en plus on n'arrive pas bien à savoir qui on est. Enfin voilà, je trouve que c'est tellement compliqué que une autre manière de faire pourrait être de dire en fait, voilà la personne que je veux devenir, celle à quoi j'aspire, et donc de faire ce choix-là, c'est possible que ça m'en rapproche parce que le fait de venir habiter à la montagne plutôt que dans une grande ville, c'est sans jugement, hein, ou l'inverse, de choisir tel job par rapport à tel job, ça va me transformer. De choisir cet environnement plutôt que celui-là, ses amis plutôt que celui-là, cela, ça va me transformer. Et donc, je vais aller dans telle direction. Moi, j'ai commencé en banque d'affaires et j'étais en train de me transformer. Je le sentais, en fait. Mes goûts étaient en train d'évoluer. Je parlais pas de la même façon, je m'habillais pas de la même façon, j'achetais pas les mêmes choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de devenir le job. Je suis en train de devenir la personne qu'on attend, le cliché de ce job-là, quoi. Entre midi et deux, aller m'acheter des escarpins rue Faubourg Saint-Honoré, n'importe quoi. Enfin, moi, je viens de la montagne, d'une station de ski. C'était débile, en fait. Mais j'étais jeune et puis je trouvais ça chouette. Mais en fait, assez vite, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Mais si je reste là-dedans, je vais vraiment devenir comme ça. Et je vais devenir cette personne-là qui va se Ouais. raconter des histoires énormes aussi, de dire, mais non, moi, je continue en banque d'affaires parce qu'en fait, c'est super intéressant, blablabla. Bla, 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 alors qu'en vrai, c'est qu'on gagne plein d'argent et qu'on est content, quoi. Mais c'est pas. Enfin, voilà. Voilà, j'avais envie à un moment donné de faire le choix de dire, bah, en fait, si on continue comme ça, on devient ce que l'on fait aussi, quoi. Donc, Hmm. faut faire attention aux choix qu'on fait. Parce qu'on peut devenir, en fait, finalement, l'ensemble de nos choix. Finalement. Nos Bravo. choix, ils nous définissent, au final. Exactement. Mais c'est Camus qui disait ça, hein, qu'on est la somme de nos choix. Donc, dans ce sens-là, il me semble vraiment important, quoi. Mais c'est quand même assez injuste parce qu'au final, si la plupart de nos grandes décisions et donc de nos plus grands choix sont inconscients, Ouais. on est la somme de nos choix, mais alors ça veut quand même dire que l'on est défini par quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai, mais je pense que justement se poser quelques questions par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a derrière cet inconscient, essayer de comprendre quels sont un petit peu nos traumas, nos besoins, peut permettre de d'élaguer ça et de dire, bah, en fait, la partie inconsciente que je garde, c'est plus la partie intuition, aspiration qui vient de je ne sais pas d'où, mais en tout cas qui est positif, quoi, qui est pas, encore une fois, cette espèce de frein ou c'est ces corrections que j'essaye de faire. Donc, c'est surtout ça. C'est que moi, j'accepte totalement l'incertitude et la partie inconsciente, mais je veux pas Ouais. que ce soit le mauvais inconscient, quoi, que ce soit voilà, tout ce qui vient un petit peu polluer nos envies et voilà, tout ce qui vient un petit peu freiner des choix. Ça, je pense que c'est important d'arriver à les mettre de côté. Mais, Hmm. mais c'est dur, hein, c'est vachement dur. Moi, je ne suis pas du tout un gourou qui a tout compris. Le but du livre, c'est voilà, non, mais je galère autant maintenant que les gens me disent alors, maintenant que tu as écrit le livre, est-ce que tu vois plus clair? Est-ce que c'est plus facile? Non, pas du tout. Mais je me suis éclatée à l'écrire et j'ai appris plein de choses. Et Hmm. puis deux, en fait, bah, maintenant, je me pose les questions un petit peu différemment. Et oui, d'une certaine manière, ça m'a aidé parce que j'ai pris des petits mécanismes, enfin, j'ai trouvé des petites Des techniques outils.
des petites techniques en fait qui me permettent à un moment où il y a des moments où je suis bloquée, de me dire, OK, je vais me poser la question comme ça et ça va me permettre de prendre une décision, mais de changer un peu la façon dont on formule la question, quoi. Et pour l'instant, c'est assez utile. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'art de poser les bonnes questions, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et surtout pas se poser les bonnes questions à soi. Ouais. Ça, c'est carrément dur. C'est dur et puis c'est une question parfois de courage aussi, hein. Hmm. Il faut accepter d'être un petit peu faible, de pas être toujours très Vulnérable. courageux, d'être vulnérable. Oui, c'est ça, quoi. Donc, il faut accepter ça, mais ça fait partie aussi du processus c'est aussi ça, être mature, quoi. C'est prendre un petit peu la responsabilité de son destin et de dire, bah, en fait, OK, je suis la somme de plein d'influences. J'ai pas décidé de l'histoire de ma famille, j'ai pas décidé de où je suis née, j'ai pas décidé de plein de choses, mais je suis quand même responsable de ce que j'en fais. Et pour moi, c'est ça un petit peu la maturité, c'est de dire, OK, bah, j'ai ça, et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que j'en fais? Et j'en suis responsable, en fait, d'une certaine manière. Je suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. Et c'était Jung qui disait ça, hein, je suis pas ce qui m'arrive, mais je suis ce que je décide de devenir. Alors, évidemment, c'est un peu théorique, mais c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas être Ouais. défini par ce qu'on n'a pas maîtrisé. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, oui, je pense il faut faire attention à ce qu'on en fait, quoi. C'est ça qui fait notre personnalité, notre caractère. C'est pas que notre histoire. Mhm. Mais est-ce qu'on a, parce que là, on sous-entend quand même que on a toujours le choix. Excuse-moi. Est-ce qu'on a toujours le choix? De son attitude, je pense. Oui, on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, encore une fois, mais je pense qu'on a le choix de l'attitude en permanence. Et c'est une leçon magnifique que j'ai lue, Viktor Frankl, je ne sais pas si tu connais, qui était un déporté, enfin, il est devenu ensuite psychologue. C'était un juif qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a perdu, je crois, sa mère, son frère, sa femme. Enfin, tout le monde est mort, en fait, dans les camps. Et lui a survécu. Et en sortant de ça, comme beaucoup d'entre eux, en fait, il s'est mis à écrire. Il a évidemment été dans la psychologie. Et en fait, il Mhm. raconte comment lui, et c'est pas le seul à raconter ça. J'ai lu un autre livre magnifique qui s'appelle The Choice en plus. Ah, Euh, bah, tiens. non, ça s'appelle Edith Choice ou The Choice of Edith. Je sais plus, le choix d'Edith en français. Et Ok. pareil, une rescapée des camps. Et en fait, qui raconte. Donc lui, Viktor Frankl, il dit, en fait, là, je voyais des hommes qui étaient vraiment réduits à plus rien. Enfin, il n'y a plus de dignité, ils ne ressemblent plus à rien, ils pèsent quelques kilos, il n'y a plus aucun espoir. Et il disait, j'en Mhm. voyais se balader de baraquement en baraquement avec un micro bout de pain et le proposer aux autres personnes qui étaient là. Et il disait, mais en fait, c'est ça la différence en fait qu'il y a entre les hommes. C'est pas ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas eu le choix, ils sont pas là parce qu'ils ont été des mauvaises personnes, c'est vraiment juste pas de bol. Mais cette attitude, et il dit, c'est notre liberté, c'est le dernier ressort de notre liberté, c'est dans ces circonstances-là, quelle attitude je suis capable d'avoir en fait. Et, euh, Mhm. et pour lui, c'est la définition même de la liberté humaine. Et c'est magnifique d'arriver à dire ça quand on l'a vécu, enfin lui, il l'a vécu, et de dire que voilà, que c'est ça en fait qui fait les grands hommes, c'est pas ce qui leur est arrivé, quoi. Et ça, ouais, dans ce sens-là, je pense que oui, effectivement, on a le choix de son attitude. Après, on peut évidemment débattre de ça, hein. Ton attitude est aussi le fruit de plein de choses, de plein de traumas, des réactions. Si tu as été battu petit, bah, ton attitude, sera pas. Voilà, c'est plus compliqué d'avoir la bonne attitude dans un Ouais. conflit ou dans la vie que si tu as eu une enfance totalement sereine avec des parents qui t'ont donné beaucoup d'amour. Donc, évidemment. Mais à partir du moment où tu es conscient de ça, bah, je pense qu'on peut choisir quand même de la façon dont on réagit et la direction qu'on veut se donner. Donc, D'accord. Et la direction que l'on va se donner, finalement, c'est vraiment très en rapport avec qui est-ce qu'on souhaite être, comme on l'a dit, et quel destin est-ce qu'on souhaite avoir. Parce que si on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé, mais qu'on est responsable de ce qui va arriver après, enfin, ou de ce qu'on va faire, ouais. de l'attitude que l'on va avoir, ça veut dire qu'on a la main sur notre propre destin à Mhm, une certaine échelle. mhm. Oui, bah, c'est Sartre hein, qui disait on est condamné à être libre en fait, parce oui, en fait, on est responsable de ce qu'on fait.
Donc, d'une certaine manière, oui. Après, le destin, c'est vaste hein, comme question parce que est-ce qu'on croit qu'on a un destin voilà, si moi, en fait, c'était mon destin de sortir dans 2 heures et de me faire renverser dans la rue, ça, c'est un débat que je suis pas capable d'avoir. Je sais pas, je crois pas qu'on ait un destin. Mais moi, en fait, ça c'est rigolo. Je sais pas si tu es arrivé jusqu'à la fin du livre, mais dans l'épilogue, je raconte que j'ai contacté une voyante. En fait, ça faisait un petit peu partie du processus de recherche. Je me suis dit, bon, c'est bien beau la question des choix, mais si ça se trouve, on est des marionnettes et que tout ce qui nous arrive, on a l'impression de choisir, mais en fait, tout est déjà décidé là-haut par je ne sais trop qui. Ouais. Et du coup, donc, je me suis dit comment une voyante expliquerait ça, en fait. Donc, j'ai appelé la voyante, c'était assez rigolo parce que, bon, alors, du coup, ça coûtait 40 euros. C'était très business, hein, le truc. Il y a un Ouais. assistant, il faut choisir si on veut une consultation professionnelle, générale, etc. Donc, moi, je suis restée sur professionnel. Je dis, on va peut-être pas aller dans le. Parce que sans y croire trop, j'avais quand même pas envie d'entendre des choses qui me perturberaient peut-être. Et donc, j'ai pris professionnel. Et puis, en fait, je commençais le livre. Et donc, ma question que je voulais pas lui poser, c'était est-ce que ce livre, en gros, a un avenir? Est-ce qu'il va être publié ou est-ce que je suis en train de perdre un temps et que je vais me planter et que ça va juste être une cause de départ? Et donc, je me suis dit, je vais pas lui dire. Si c'est une voyante, elle va deviner ce que c'est ma question. Mais donc, elle répond, elle me dit oui, donc c'est pourquoi. Alors, je dis, bah, j'ai entamé un nouveau projet pour savoir et je voudrais savoir si je suis sur la bonne voie, si ça va marcher. Évidemment, elle n'avait pas la réponse, elle n'a pas deviné ce que c'était, donc je ne sais pas si c'était la meilleure voyante du monde. Puis elle a dit des trucs un peu vagues, etc. Et donc au bout de 2 minutes, j'étais super déçue, et donc je me suis dit, bon, j'ai payé 40 euros, il me reste 9 minutes de consultation, donc je vais quand même lui poser 2, 3 questions sur le destin. Et je lui ai dit, bah, vous qui êtes voyante, donc vous pensez qu'en fait tout est déjà écrit Ouais. et que du coup, bah, voilà, c'est un petit peu le principe de la voyance. Si vous voyez dans le futur, c'est que moi, quoi que je fasse, c'était déjà écrit, quoi. Et elle m'a dit, non, non, pas du tout. Ça m'a surpris, en fait. Elle m'a dit, pas du tout. Moi, je vois des événements arriver extérieurs. Mm. Et en fait, ce que je ne sais pas, c'est comment vous allez réagir à ça. Donc, effectivement, il peut y avoir des maladies, des trucs. Je ne dis pas que j'y crois, hein, mais c'était intéressant, en fait, de le voir comme ça, parce qu'elle a quand même remis la responsabilité au cœur de notre destin, alors que moi, je m'attendais vraiment au concept de, bah non, quoi que tu fasses, en fait, ça ne sert à rien. Donc, et elle disait, ouais, moi, je vois, alors il y a des gens qui me consultent pour savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un cette année, etc. Et moi, je vois des gens qui se présentent à eux. Je sais, c'est marrant de dire ça, mais elle dit, moi, dans ma tête, je vois qu'ils vont avoir voilà, des rencontres, mais je ne sais pas comment, s'ils vont ouvrir la porte, quoi. Je ne sais pas s'ils vont être prêts, s'ils vont faire le premier pas. J'en sais rien. Et donc, je suis toujours voilà, intéressée de voir régulièrement. Il me rappelle et on suit un petit peu ça. Mais elle dit, moi, l'attitude que vont avoir les gens, j'ai des idées, je les sens. Je sens que si c'est des gens qui sont peureux, qui sont courageux, qui sont aventuriers, donc elle a une petite idée de la direction qu'on pourrait éventuellement prendre. Mais par contre, elle dit, non, c'est pas joué, quoi. Donc, pour répondre à la question du destin, moi, je pense que c'est ça. C'est qu'il y a des choses peut-être qui vont nous être présentées ou qu'on va devoir vivre, des épreuves médicales, des deuils, des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils sont écrits d'avance ou pas, mais c'est sûr qu'on va en avoir. Ouais. Mais par contre, à tout moment, on peut encore décider ce qu'on en fait, quoi. Et j'aime cette idée, je ne sais pas si c'est vrai, hein, celui qui a la réponse à ça, voilà. Mais j'aime cette idée d'avoir quand même cette petite marge de manœuvre et dans ce sens-là, oui, on a quand même une petite marge de choix sur ce qu'on fait, quoi, sur notre destin. Bah, ça revient au principe de liberté, en fait. Ouais, ouais, Cette exactement. Bah, liberté-là. c'est la liberté ouais, d'exercer son choix, quoi. De dire, OK, j'ai ça, je ne l'ai pas choisi, mais dans ce petit espace, je peux choisir encore 2, 3 trucs. Et ça, c'est important de le préserver, en fait. Mais du coup, est-ce que c'est pas finalement super lourd à porter Mm. de tout d'un coup devenir donc une fois qu'on a fait ce travail-là personnel où on s'est remis en question, où on a essayé de devenir plus rationnel par rapport à nos choix et maintenant qu'on accepte notre responsabilité, Ouais. est-ce que finalement devenir responsable de sa propre vie et de ce qui va nous arriver maintenant, est-ce Mhm. que c'est pas archi lourd à porter? Si, je pense que c'est archi lourd, mais c'est le prix à payer, non, pour être un homme, je pense. Donc, Avec un grand H? non, on a cette chance-là par rapport aux animaux, aux plantes, etc. Donc, je pense qu'il faut le voir plus qu'un fardeau, il faut le voir comme une aventure, en fait.
Il faut se dire, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de le voir moi, c'est que à partir du moment où on ne se dit pas qu'il y a un bon et un mauvais choix, une bonne et une mauvaise vie, mais qu'on a quand même les moyens d'en tirer plus ou moins selon, voilà, encore une fois, l'attitude et ce qu'on y met, eh ben, en fait, tout est encore. Ouais, tout est encore possible en fait. Et peut-être que le but, c'est d'explorer et d'essayer en fait. Le but, c'est pas d'avoir fait le bon choix et à la fin de sa vie dire, c'est bon, j'ai parié sur le bon cheval et je suis contente, mais de se dire, j'ai essayé quoi. Et moi, je pense de plus en plus que je serai satisfaite de mes choix. Euh, parce que ce sera des choix dont je serai fière. Donc, je pense que moi, c'est aussi une des petites techniques que j'utilise quand j'hésite. Je me dis, voilà, si je fais ça ou si je fais ça, quel est le choix dont je serai le plus fière? Il y a des fois, c'est assez Ah, dur, en fait. C'est pas le choix qui va nous rendre le plus heureux ou qui va nous procurer le plus de plaisir, mais de me dire, et par exemple, dans la décision d'écrire ce livre, moi, ce livre, il m'a pris 1 an et demi, pendant lesquels j'ai gagné zéro, enfin, si, une petite avance de l'éditeur par un coup de bol. Mais voilà, c'est un gros investissement. On ne sait pas du tout où ça nous mène. Quand même, je me suis demandé si c'était une bonne idée, quoi. Et, mais je me suis dit, est-ce que si je le fais pas, déjà, je vais le regretter, ça va rester comme une espèce de frustration. Et deux, est-ce que je serais fière de l'avoir fait, quoi? Et en fait, je me suis dit, oui, je regretterai pas parce que je serais fière de l'avoir fait. Et dans ce sens-là, c'était un bon choix, en fait. Dans la responsabilité, je pense que ce qui est lourd, en fait, c'est de pas faire ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est ça hein, qui est super lourd à la fin. Mais je pense que si on essaye en tout cas, si on explore, on essaye d'avancer, on essaye d'aller de se rapprocher de ce qu'on a envie de faire, ben, c'est pas si lourd que ça, en fait. Parce qu'il faut aussi se laisser la possibilité que ça foire, que ça marche pas. Mais en tout cas, d'essayer, je pense on va pas regretter ça, quoi. du coup, le regret, ça devient le choix que l'on n'a pas fait ou c'est le choix qui va pas nous servir, qui va nous desservir? Alors, là, je prends le joker des études. En fait, j'avais directement on Tu va peux, dire, tu peux, ce que tu j'en peux, pense. vas-y. Mais en fait, à court terme, les choix qu'on regrette le plus, c'est ce qu'on a fait. Donc, tiens, j'ai pas été cool avec ma mère ou j'ai dit, j'ai mal réagi à telle personne. Ça, on regrette très fort. Mais en fait, à long terme, on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas fait. Donc, D'accord. le livre qu'on n'a pas écrit, ce qu'on n'a pas dit à son père avant qu'il meure, ce qu'on n'a pas essayé à un moment donné de faire, le voyage qu'on n'a pas fait, etc. Et du coup, pareil, moi, entre l'action et l'inaction, maintenant, à chaque fois que je me pose la question entre faire et pas faire, je me dis, je pencherai toujours quand même pour faire. Parce que c'est plus en faisant, déjà, c'est en faisant qu'on découvre, c'est en faisant qu'on Ouais. apprend, et pas faire, je pense que c'est un poids beaucoup plus lourd que de faire. Donc voilà, mais pour répondre à... Oui, je pense que le remords est plus fort. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu, c'est devenu très connu, mais cette infirmière qui était auprès des patients en fin de vie, je pense qu'elle était anglaise, et en fait, elle avait fait un grand travail avec les patients en fin de vie, et elle leur demandait qu'est-ce qu'ils regrettaient en fait le plus euh, Hmm. dans leur vie. Et c'était toujours des choses qu'ils n'avaient pas faites, quoi. C'était toujours ça. C'était toujours de ne pas Ouais. avoir tenté telle ou telle chose, de ne pas avoir dit des choses, de pas. Voilà, c'est souvent ça. C'est rarement. Ouais, c'est rarement. Enfin, ce serait bizarre d'avoir quelqu'un qui dit ah bah je regrette d'avoir eu des enfants ou je regrette d'avoir fait tel voyage. Oui, peut-être que tu as eu un pépin, tu as perdu ta valise, mais quand tu es à 2 doigts de mourir, en fait, on s'en fout de ça, que tu as perdu ta valise et que c'était pas une bonne. Ouais. Donc, tu vois, c'est des trucs, à mon avis, que à la fin de ta vie, quand tu regardes, enfin, moi, je trouve que c'est assez intéressant aussi d'imaginer qu'est-ce que tu vas penser de ton choix quand ta vie sera sur le point de se terminer. Quand tu vas regarder en arrière et tu vas te dire, Ouais. ouais, est-ce que je suis content d'avoir fait ça, quoi? Est-ce que je suis content d'avoir pris ce risque-là à un moment donné ou pas, quoi? Et il y a des choix à ce moment-là, quand on les remet en perspective, de toute façon, on va tous mourir. Donc, bah, c'est vrai. Donc, en fait, ça dramatise pas mal de choses. Et on va pas se dire, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, il y avait un mec que je trouvais mignon, je n'osais pas lui parler. Bah, en fait, je me dis, à la fin de ta vie, c'est complètement con de se dire, ah, j'ai eu peur parce que ça aurait été la honte. Ça se trouve, c'était l'homme de ta vie. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut juste se dire, c'est pas grave, quoi. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire, mais pour des trucs débiles qui n'ont pas de sens, quoi. Et des choses vraiment importantes, il faut arriver à remettre en perspective qu'est-ce qui est important ou pas. Et de se taper la honte une fois, c'est vraiment pas grave, quoi. On s'en souviendra pas quand on sera à 2 doigts de mourir. Par contre, on se souviendra qu'on a eu le courage à un moment donné d'aller parler à telle ou telle personne. Ou, voilà, c'est plus dans ce sens-là, quoi. Je pense qu'on regrette, ouais,
Je pense qu'on ne regrette pas d'être courageux, quoi. On ne va jamais Ouais. se dire, ah, c'était un mauvais choix quand c'était un choix courageux, quoi. Donc, Et du coup, relativiser, c'est une technique qui est plutôt pas mal pour faire un choix. relativiser, en tout cas mettre en perspective l'importance de ce qui nous en empêche, quoi. Moi, j'aime bien le côté so what. Je crois que c'est une chanson de Miles Davis, mais j'avais hésité de le mettre en exergue, en fait, so what. Mais il y a pas mal de choses aussi quand j'ose pas, des trucs futiles, hein, parler à quelqu'un, envoyer un livre à... Là, je reprends toujours l'exemple du livre parce que c'est ça dont on parle, mais des fois, je me disais, tiens, je vais l'envoyer à telle personne connue, je vais l'envoyer à Christophe André, tout ça. Puis mais j'osais pas les contacter. Je me suis dit non, ils vont pas me répondre. Blablabla. Et en fait, je m'oblige un petit peu à me dire et alors quoi? En fait, ils vont pas me répondre. Et alors? En fait, bah tant Ouais, pis, ils vont pas me répondre. Et, tu fais rien. bah ouais. Mais le nombre de fois où on s'empêche de faire des choses par peur de quelque chose qui en fait n'a aucune importance Mhm. ou d'avoir honte ou de passer pour quelqu'un de chiant ou de passer ou que le livre soit nul ou qu'il l'aime pas. Et alors, en fait? Et alors, en fait, enfin, c'est bête, mais c'est deux mots qui m'aident vachement. Ça remet en perspective un peu ça dédramatise. En fait, c'est dire, ok, bah, il va se passer ça. Et alors, quoi? Ou, ok, ça va pas marcher. Bah, c'est pas très grave, au fait, quoi. C'est quoi la vraie conséquence dramatique de cet acte-là? Si on n'a pas, il faut le faire, quoi. Il faut tenter. C'est Donc, pour qu'est-ce les qui plus pourrait arriver de vraiment grave. Ouais. ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc dans ce sens-là, relativiser en disant, ouais, ok, en fait, on s'en fout, c'est que de l'ego, et l'ego, c'est quand même pas un bon moteur. Donc, à partir du moment où j'arrive à identifier que c'est l'ego qui m'empêche de tenter ça, bah, il faut surtout pas laisser, c'est pas une bonne raison, quoi. Je pense que c'est aussi parce que on veut toujours être bien. On veut toujours être bien, on veut toujours être aimé, on veut toujours être bien vu, etc. Et on se dit, ah bah tiens, imaginons, donc toi, tu envoies ton livre à Christophe André et puis il aime pas. Mais qu'est-ce que ça va créer en toi? Alors déjà, il ne te le dira pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que ils vont pas répondre. Les 90% du temps, ils vont pas répondre. Et deux, s'ils aiment pas, c'est des gens quand même relativement sympas et qui vont pas le dire. Donc moi, en l'occurrence, il m'a répondu au bout d'une semaine qu'il l'avait adoré. Et franchement, c'était la meilleure nouvelle que j'ai eue sur ce livre. Ouais. Mais il y en a plein d'autres à qui je l'ai envoyé qui n'ont pas répondu. Donc, est-ce qu'ils l'ont pas aimé ou est-ce qu'ils l'ont, à mon avis, ils l'ont même pas regardé. Je sais pas ce qui est pire, mais voilà. Et enfin, ce qui est le plus vexant, mais c'est la vie et c'est normal. On peut pas gagner à tous les coups. Bah, en fait, c'est la balance perte et bénéfice de euh, faire un choix ou pas. bah, ouais, encore une fois, moi, je m'oblige à tenter plutôt que pas tenter, quoi, dans le doute. Mais, Ouais. euh, mais en fait, on n'a pas grand-chose à perdre, en vrai. Hmm. En général, on n'a pas grand-chose. Enfin, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Enfin, encore une fois, hein, à partir du moment où on se dit, de toute façon, on va mourir, donc autant essayer, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ouais. Ouais, Ce ouais, serait c'est ça. fou, quand même Bah, de ne en pas fait, avoir essayé, d'être mort ah non, sans mais avoir c'est notre essayé, problème. quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, tu parles d'une vérité absolue, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on va mourir. Ouais. Par contre, ce qui n'est pas sûr, c'est que il répondra ça, qu'il va arriver ça ou ça ou Bah ça. ouais. Tout le reste, c'est un film. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin, on y passe. Donc, Ouais. tant qu'à faire, autant compter sur ça. Ben, essayez, quoi. Ouais. Essayez, parce que c'est... Ouais, franchement, je... Et puis, euh, et puis franchement, on ne sait jamais ce qui va se passer, en fait. On peut se dire, j'ai une chance sur 10 000 pour que telle ou telle personne réponde. Ou alors, moi, je dis oui à tout, en fait. Je dis oui. Bon, c'est pas vrai, en fait, j'ai dit on a pas mal de choses. Mais sur le livre, par exemple, je me suis dit, bah, je sais pas de quelle discussion, on sait jamais où ça va nous mener, qui on va rencontrer. Et ça se joue tellement à des petites choses que je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de bonne raison de dire non, bah, en fait, il faut le faire, quoi. Il faut essayer. On sait jamais, en fait. Moi, tout le début de ma carrière, ça s'est basé vraiment sur des rencontres. Il n'y avait pas de plan. Ça a toujours été à un moment donné, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé ça, bim, j'y suis allée. Et ça change toute une vie, quoi. Donc, si on n'est pas ouvert, ben, il ne peut rien se passer d'intéressant, en fait. Moi, c'est un petit peu ma philosophie, quoi. C'est d'essayer d'être le plus ouverte possible. Mais même au niveau de l'attention, je pense que nous, voilà, maintenant avec les téléphones, on n'est plus vraiment ouvert, en fait, à tout ce qui se passe autour de nous, aux discussions spontanées. Dans le métro, tout le monde est sur son téléphone. Bon, ça n'a jamais été un lieu de rencontre sociale, mais on regarde plus, quoi. On regarde même pas les autres. On voit.
Donc, comment on peut être inspiré aujourd'hui si on est toujours le nez sur son téléphone à tourner en boucle sur les comptes qu'on suit? Comment on est surpris? Comment on peut avoir des nouvelles idées? Comment on peut rencontrer des nouvelles personnes si on est toujours, on a de plus en plus de mal à être disponible, ouvert à tout ce qui peut arriver en fait. Mhm. Et je dis ça, moi je ne le suis pas forcément plus, hein, mon temps est super précieux, je fais très attention à comment je l'alloue, mais j'essaie de m'obliger aussi à avoir des moments où je fais rien, ou ne plus prendre automatiquement mon téléphone quand je suis au resto, qu'il y en a un qui est en retard ou je ne sais pas quoi. Ben, en fait, maintenant, on ne sait plus rester et observer comme ça, à regarder ou à discuter avec quelqu'un qui est à côté. On va tout de suite avoir le réflexe de se mettre sur son téléphone parce qu'on a l'air con comme ça, d'être dans le resto comme, avec le nez en l'air. Et en fait, c'est super dommage parce qu'on n'est plus du tout attentif, on est complètement coupé de son environnement, on n'est plus du tout attentif à ce qui se passe. Et c'est assez dommage, en fait. Ouais, ouais. C'est un exercice, hein. Moi, je m'oblige, hein. Des fois, je résiste comme ça, ou je le laisse, le téléphone, je ne l'emmène pas. Maintenant, je ne l'emmène plus parce que je sais que je suis comme tout le monde et que je vais avoir le réflexe d'y aller, quoi. C'est une drogue, hein. De toute façon, ça a été pensé comme ça, hein. Et je vais aller Mhm. comme tout le monde et ouvrir mon Instagram parce que j'ai 2 minutes à tuer. Et on peut avoir un bon Instagram avec des trucs intéressants, hein. Mais en même temps, bon, bah, on n'est pas là où on est, quoi. On est ailleurs, en fait. On est ailleurs, ouais. Au moindre temps mort, en fait, on n'arrive plus à s'ennuyer, en fait. Il faut toujours remplir, remplir, remplir. Ouais. Et le problème de plus arriver à s'ennuyer, c'est que apparemment ces moments-là, c'est des études aussi qui ont été faites, ces moments que les Américains appellent daydreaming, où voilà, en fait, on est en temps mort, on attend, on regarde, et en fait, c'est dans ces moments-là que les connexions se font. Et ça, pour l'intuition, c'est super important parce que c'est pas quand on raisonne ou on réfléchit activement à un problème qu'on a la solution, en fait, sur des problèmes qui sont sur des choix, par exemple, voilà, est-ce que je dois prendre ce job ou est-ce que je dois accepter cette offre, mais qui est à Lisbonne ou je dis n'importe quoi. Et en fait, c'est pas en prenant, enfin, on peut faire l'exercice, ça peut aider, mais on peut prendre un crayon, mettre pour compte, etc. Mais à un moment donné, ce qui va vraiment peser dans la balance et nous faire y aller, ça va être autre chose, ça va être quelque chose qui est un petit peu plus profond, quoi. Et apparemment, c'est dans ces moments-là, quand on rêvasse et qu'on ne se rend pas forcément compte, et aussi quand on rêve, que les connexions se font, que tout, en fait, les informations, les envies et tout, d'une certaine manière, prend forme dans notre inconscient sans qu'on s'en rende compte. Et souvent, en fait, on arrive à une réponse ou à une solution grâce à ces moments de daydreaming, en fait. Et nous, maintenant, Mhm. on les a plus, ben, on n'a plus ces moments de réflexion un peu inconsciente où toutes les informations, d'une certaine manière, sont processées par notre cerveau et nous livrent des réponses. Et je cite une expérience dans le livre où c'est des chercheurs hollandais en fait qui font un test. Ils prennent des gens, des fans de foot et des gens qui Ouais. sont fans de foot et ils leur disent voilà quels sont vos pronostics pour tel match demain et ils les laissent en fait ils divisent les groupes et il y en a qui laissent réfléchir et d'autres qui laissent pas réfléchir. Donc il prend c'est que des fans de foot pardon. Donc il prend un premier groupe de fans de foot. Donc les mecs en fait doivent réfléchir et à la fin des 15 minutes de réflexion, doivent donner leur pronostic. Et ils prennent un autre groupe de fans de foot, mais ils ne les laissent pas réfléchir, ils leur font faire autre chose en fait. Ils leur font faire une autre activité, etc., mais pas du tout réfléchir au pronostic. Et à la fin, ils comparent les pronostics. Et ceux qui étaient le plus proches enfin, ceux qui avaient les meilleurs pronostics, les réponses les plus justes par rapport au score du match qui a eu lieu après, c'était ceux qui n'y avaient pas réfléchi activement. Et parce qu'en fait, en faisant autre chose, ils s'étaient, enfin voilà, l'esprit était un petit peu vagabondé, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils réfléchissaient pas inconsciemment et en fait, inconsciemment, ils avaient déjà les éléments parce qu'ils étaient des fans de foot, ils connaissent les joueurs, nanana, nanana, et donc Ouais. ils avaient fait un petit peu toutes les connexions et ils ont donné une réponse intuitive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas expliqué. Ils ont dit, bah, moi, je pense que ça va être ça. Ils n'avaient pas expliqué leur démarche puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de la rationaliser. Mais au final, elle était beaucoup plus juste que ceux qui avaient rationalisé, qui étaient partis dans des arguments, nanana, des stratégies. Et en fait, ils s'étaient un petit peu perdus en fait, dans leur rationalisation. Et souvent, ce que ça montre, c'est que de faire autre chose, c'est pour ça que quand on a une décision importante à prendre, c'est toujours bien de laisser passer la nuit ou d'aller marcher, enfin de faire autre Ouais. chose, d'aller vraiment se changer les idées, voir un film, lire, et ensuite prendre sa décision. Mais en fait, il faut à un moment donné arrêter d'y penser
pour laisser le cerveau, cette machine magique, faire un petit peu son gros mix et puis après livrer la réponse. Et on ne sait pas comment. Et à un moment donné, il faut lui faire confiance quand même. Parce que c'est lui qui va arriver en fait à faire un espèce de... qui va arriver à prendre un petit peu partout toutes les informations dont il a besoin et en faire une espèce de boogie-boulga et dire, bah voilà, c'est ça à peu près qu'il faut. Voilà. Alors, en fait, c'est un Là, ce peu que je te propose, c'est ça, quoi. Mais, ouais, la nuit porte conseil, quoi. ouais, mais carrément. Mais en fait, c'est des clichés, mais ils viennent de quelque part, hein, ces clichés. Mais Bien apparemment, sûr. parce que c'est là où l'inconscient va remonter, en fait. Hmm. Ah, c'est vachement bien. Alors, tu parles beaucoup de l'intuition comme un moteur de prise de décision intéressant. Ouais. L'intuition, c'est un mot assez Mm. galvaudé, utilisé. Pour toi, en fait, il représente quoi? Alors, l'intuition, en fait, il y aurait de quoi. Enfin, d'ailleurs, je pense que mon ennemi. Écrire un livre. Bah, l'intuition, en fait, bon, en allant vraiment essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière l'intuition, parce que c'est facile de dire écoute ton cœur, c'est sympa, mais comment tu fais ça? Hmm. Et donc, je regardais un peu dans les recherches un peu sérieuses, donc les prix Nobel, blabla, de psychologie, enfin d'économie, mais c'est des psychologues. Et il y a les travaux d'un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, donc prix Nobel, qui a beaucoup travaillé sur l'intuition. Et lui, il est assez rationnel dans sa. Et ça, c'est un petit peu le truc des neuropsychologues, etc. Ils vont dire l'intuition, en fait, c'est qu'une somme d'expériences. Donc, en fait, on croit que ça vient du cœur, que c'est un truc qui nous vient ou du ciel ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, non. C'est que c'est ça. C'est ton énorme ordinateur qui processe de manière inconsciente toutes les situations que tu as déjà vues, ce que tu as emmagasiné, etc. Et donc, ça te rend la réponse. Tu ne sais pas comment tu l'as eu, mais tu as la réponse. Mais en fait, ça s'explique parce que si tu es un douanier, ben, en fait, ça fait 30 ans que tu vois des gens passer, etc. Et donc, tu as commencé inconsciemment à détecter des comportements, blablabla. Et donc, tu sais, il prenait des exemples d'un douanier qui, juste en regardant l'attitude des gens, disait, bah voilà, telle femme, en fait, je vais lui faire ouvrir la valise. Et là, il y avait de la drogue plein de la valise. Et il disait, bah, il ne savait pas expliquer comment il avait su que c'était elle. Mais par contre, c'était elle, quoi. Il s'était pas planté parce que il avait une vraie expérience. Et donc lui, il donnait des critères très rationnels en disant l'intuition, elle n'est valide que quand c'est un contexte très normé. Donc c'est des règles qui sont toujours les mêmes. Donc on peut avoir des intuitions aux échecs, etc. Parce que c'est toujours les mêmes règles. Deux, quand elle est vérifiable, donc on peut tout de suite voir si on a eu raison ou pas. Et donc ça l'a construit comme ça parce que tu as tout de suite un feedback immédiat. Et la troisième, je crois que c'était et, oui, et d'avoir suffisamment d'expérience dans ce domaine-là. Donc, si toi, tu n'es pas médecin, tu ne peux pas avoir une intuition au niveau médical. Tu vois, si tu dis oui, je pense que j'ai un cancer, Hmm. tu es hypochondriaque. Ça veut dire que tu as une intuition. Donc, lui, et moi, ça ne me convenait pas. Je me disais, OK, ça a du sens pour les intuitions, effectivement, en bourse, en machin. Donc, lui, par exemple, il dit qu'on ne peut pas avoir des intuitions en bourse parce que c'est trop incertain et donc c'est de la flûte, en gros. Et je me disais, mais OK, donc ça a du sens pour tout ce qui est intuition professionnelle ou vraiment qui se base sur une expertise. Mais Mhm. comment on explique des intuitions beaucoup plus magiques, à mon sens, et auxquelles moi je crois beaucoup, je sais pas, moi, ma petite sœur, par exemple, elle a un petit enfant qui est handicapé, qui a un syndrome. Ça n'a pas été détecté pendant sa grossesse, mais elle a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était sa Hmm. première fois. Elle ne se basait pas sur une expérience. Elle n'avait pas eu 50 enfants handicapés avant, donc elle n'a pas. Enfin, je me disais, mais comment? Et il y a plein d'histoires comme ça, hein, des mères qui se réveillent en pleine nuit parce qu'en fait, leur enfant est mort et elles l'ont senti. Parce que je me dis, il y a des connexions. Je pense qu'on sait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit et qui ne s'explique pas, en tout cas, par l'expérience, qui s'explique par autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des énergies qu'on perçoit? Est-ce qu'on est beaucoup plus connecté? Est-ce qu'on a beaucoup plus d'instinct? Je pense que nous, on est devenu tellement rationnel qu'en fait, on n'écoute plus non plus ce côté animal qu'on a. Enfin, moi, je vois les animaux sentent les choses, les bébés sentent les choses, et c'est pas une expérience, c'est qu'ils sont câblés Ouais. pour vivre et pour sentir ces choses-là. Et nous, on a oublié un petit peu ça. Et puis, comme on n'explique pas ça, par exemple, on n'explique pas qu'une mère se réveille en pleine nuit quand son fils a eu un accident. On dit oui, n'importe quoi. Mais comme on l'explique pas, c'est décrédibilisé. On se dit non, ok, ça vaut rien en fait. Mais moi, je crois pas. Et donc, on n'a pas appris à nourrir ça. En tout cas, nous, occidentaux, Ouais, bien sûr. on n'a pas appris à faire confiance à ça et à nourrir ça. Et donc, moi, j'ai envie d'un petit peu plus investiguer ça et de réapprendre à faire confiance à des choses qu'on sait, mais parce qu'on les sent, en fait. Et Hmm. on n'a pas d'expérience, mais je pense qu'on a en nous les moyens de savoir et de percevoir beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Parce que nous, si ça passe pas par le côté rationnel,
on pense que c'est pas valide, mais je pense qu'on sait beaucoup plus que ce qu'on croit. Après, c'est hyper dur d'arriver à faire la part des choses entre nos craintes, enfin une intuition et une peur, par exemple. Ouais, Ça demande beaucoup de, je de pense, de perception. pratique, mais de se faire confiance. Et moi, j'essaye de plus en plus de me faire confiance quand j'ai des intuitions voilà, comme ça, de me dire, OK, en fait, c'est pas grave, je l'explique pas, c'est peut-être un peu fou, mais OK, quoi, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Voilà, pas. l'intuition, je pense que c'est très compliqué. Tout le monde a un peu sa définition. Tout le monde est persuadé d'avoir la définition de l'intuition. Les neuropsychologues vont te dire c'est ça, l'intuition. Les autres vont... Et moi, je pense que ça peut... Il y a plein d'intuitions différentes et qu'on n'a pas grand-chose à perdre à essayer de se faire un peu plus confiance, quoi, même quand on n'a pas d'explication. Mais, euh, Hmm. mais voilà. Tu parles aussi, donc il y a l'intuition qui peut être un bon conseiller, mais tu parles aussi en termes de conseiller du ventre et du cœur qui sont des conseillers donc du cerveau. Alors en quoi? Ouais, alors ça c'est parce que j'avais lu ce que je savais pas, hein, mais qu'en fait on a des neurones, on a énormément de neurones dans le cerveau, mais il y a aussi des neurones dans l'intestin et des neurones dans le cœur en fait. Ce qui veut dire que en fait il y a une certaine forme des informations qui sont processées par le cœur et par l'intestin. Et d'où ces expressions là aussi où on se dit en fait elles viennent de là, je le sens pas ou ouais, c'est ça, ouais, je le sens pas. Et donc, ça, ce serait apparemment quelque chose qui se manifesterait plus dans le ventre. Et il y a certaines intuitions, justement, qui se manifestent physiquement, hein, où on est crispé, enfin voilà. Et apparemment, bah, en fait, c'est quand même des centres de réflexion. C'est juste une réflexion qui se manifeste autrement que rationnellement, mais on a des informations qui passent par d'autres endroits que notre cerveau. Et ce qui à mon sens, confirme aussi cette idée qu'on sait beaucoup plus de choses. Simplement, nous, on n'a pas appris à écouter ces deux cerveaux-là, quoi. Donc, nous, si ça passe pas par le cerveau, ça vaut rien et voilà, quoi. Mais au final, voilà, apparemment, on opère avec plusieurs cerveaux, quoi. Enfin, cerveau dans le sens organe de décision ou de ressenti, quoi, de perception d'information et de ce qu'on en fait, quoi. Mhm. Donc, mais il faudrait Mais aller au plus final, loin. oui, ça me fait penser à l'expression avoir le ventre noué, par exemple. Ouais, ben voilà. Ouais. Mais après, c'est des informations qui sont plus sensorielles, donc qui sont plus instinctives. Enfin, c'est quand on revient justement sur cette idée qu'il faut un petit peu faire confiance à sa partie un petit peu animale, dans le sens où voilà, quand on ne le sent pas, qu'on a le ventre noué, c'est souvent une perception ça passe beaucoup par les sens, ça passe pas par le cerveau, quoi. Et Hmm. souvent, ça a une bonne raison d'être là, c'est qu'on a perçu, c'est souvent un danger, hein. On a souvent perçu un danger, par exemple, je sens pas cette personne, je sais pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous dit il faut se barrer, quoi. Mais ça vient de notre instinct de survie, en fait, en quelque sorte. Mais c'est assez fascinant. Enfin, moi, j'ai envie de continuer un petit peu à explorer ça pour savoir pourquoi on est si coupé de ça et qu'est-ce qu'on pourrait gagner à être un petit peu plus, j'aime pas connecté parce que c'est galvaudé aussi, mais un petit peu plus perceptif, quoi, dans un sens assez large, en fait. Ouais. Être plus perceptif. Et Ouvert à... on l'était avant. Je dirais, il y a beaucoup de choses que nos ancêtres savaient et que nous, on ne sait plus. Ils savaient se repérer sans GPS, ils savaient prédire des choses en fonction des nuages. Nous, on est nuls, quoi. Maintenant, si on n'a pas, avec notre iPhone, on est complètement perdu. On ne peut pas prévoir la météo dans 2 heures. On ne sait pas où on va. Enfin, Hmm. parce qu'on a perdu cette capacité à observer, à essayer d'être réceptif, à essayer de sentir les choses. Nous, tout passe par une machine, quoi, maintenant, en fait. Hmm. Et tu parles aussi d'un autre pouvoir, c'est le pouvoir de l'insouciance. Oui. Alors, qu'est-ce que l'insouciance vient faire ici? Ça m'intéresse beaucoup. En fait, ça vient de cette idée qu'il faut savoir lâcher, en fait, à un moment donné. Il faut savoir lâcher les chevaux. C'est cette idée qu'une fois, moi, je suis arrivée vraiment à ce raisonnement à la toute fin du livre en disant, bon, ok, donc c'est le bordel, c'est très compliqué, mais donc qu'est-ce qui nous reste pour décider? Et je suis arrivée, bah, il y a deux choses. Un, l'intuition ou deux, l'insouciance. C'est se dire, bah, d'une certaine manière, la curiosité, de se dire, OK, bah, en fait, je ne sais pas où ça va. Je me suis posé des questions, mais je ne suis pas plus au clair sur où ça va me mener. Mais en fait, à un moment donné, bah, en fait, ça me fait plaisir, ou j'ai envie, ou ça va me procurer de la joie. Et ben, c'est une bonne raison d'y aller, à mon sens. Hmm.
Et puis c'est encore une fois, c'est qu'on ne sait jamais où ça va nous mener. Et l'insouciance, c'est aussi de renouer un petit peu avec ce côté dédramatiser et te dire, bah, tu sais quoi, en fait, on va voir. On va voir et se faire confiance aussi sur notre capacité à rebondir, à vivre autre chose, à être heureux d'une autre manière et pas toujours avoir peur de perdre, mais de se dire, bah voilà, en fait, on peut aussi quand il y a deux chemins, essayer d'opter pour le plus nouveau, quoi, le plus curieux, le plus celui qu'on ne connaît pas, celui qui va réserver le plus de surprises. Parce que c'est celui-là, en fait, qui va probablement nous en révéler beaucoup sur nous et puis qui va être le plus intéressant au final, quoi. J'aimais bien cette idée d'être capable à un moment donné d'arrêter de rationaliser et de se dire, voilà, je lâche tout et je vais là où j'ai envie, quoi. Et enfin, voilà, tant pis si je ne l'explique pas et si ce n'est pas raisonnable. Et je crois beaucoup, en fait, à ce moteur-là qui est un petit peu allé vers la joie, quoi. C'est un peu bizarre de dire ça, mais d'essayer d'aller vers quelque chose. L'envie, je trouve que c'est un joli moteur, en fait, et qu'il n'y a pas besoin de justification. Ouais. 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 Ça me fait aussi penser à l'enfant intérieur, Ouais. de faire parler un peu son enfant intérieur et plutôt le questionner lui plutôt que questionner toujours le parent qui est en nous et qui essaye d'être dans le raisonnable. Parce qu'au final, c'est peut-être grâce à lui aussi qu'on découvre le plus et qu'on est le plus curieux comme un enfant, tout simplement. Ouais. Puis on voit souvent dans les choix des gens, en fait, que souvent on revient à une envie qu'on avait enfant et qu'on n'a pas oublié ou qu'on a mis sous le tapis, et bien qui ressurgit tout le temps. Alors, je sais pas si, enfin, on parlait du destin tout à l'heure, je ne sais pas si à un moment donné, le destin dit, hé, Michel, tu m'as oublié, mais je suis encore là, et à un moment donné, tant que tu n'as pas fait ça, ça va revenir. Mais je le constate, en fait. Je constate que ça revient sans arrêt. Et moi, par exemple, ma meilleure amie, quand j'ai publié le livre, m'a renvoyé des lettres. On s'écrivait des lettres à l'époque, c'était chouette. Et où je lui disais, je sais pas, j'avais 9 ans, 10 ans, et je lui disais, je serais auteur, j'écrirais des livres. Et j'avais complètement oublié ça, quoi. Et elle m'a renvoyé ça, et j'ai dit, mais c'est fou. Moi, pour moi, je voulais être championne de ski. J'avais jamais eu une autre envie que ça. En fait, c'est l'histoire que je m'étais racontée. Oui, j'ai vivais dans une station de ski, donc comme tout le monde, je voulais être championne de ski. Mais en fait, non, il y a eu toute une. En fait, assez clairement, dans ma tête, je voulais écrire. Et après, j'ai complètement oublié ça. J'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai tout fait pour pas écrire, quoi, en vrai. Ouais. Mais c'est toujours revenu. C'est toujours revenu. Après, je suis quand même assez vite allée dans les médias, côté management. Mais quand même, c'était pas anodin. Je n'avais pas choisi les médias pour rien. Mais je le voyais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si, en fait. C'est ça depuis le début. Et je retrouve maintenant dans mes petits carnets, j'ai toujours écrit, donc j'ai des petits carnets de correspondance, machin, ou des petits journaux intimes. Et ça a toujours été là, quoi. Et je me dis, mais comment? C'était sous mes yeux et je l'ai complètement ignoré parce que, pour les raisons évidentes, parce que écrire, tout le monde écrit, blablabla, que ça mène à rien, il vaut mieux quand même gagner de l'argent, etc. Et, mais ça revient. Et je vois autour de moi pas mal de gens aussi qui sont passés par des boulots plus raisonnables, hein, des avocats, des machins, mais en fait, à un moment donné, ils reviennent, ça revient toujours, quoi. Leur envie première de faire des documentaires ou d'aller je sais pas où, de voyager, bah, ça revient, quoi. Donc, je me dis, à un moment donné, il va falloir quand même s'y coller, parce que sinon, ça va revenir tout le temps, sauf qu'il y a un moment où on ne pourra plus le faire, quoi. On ne pourra même plus le tenter. Mais souvent, pour revenir sur ce que tu dis, c'est une envie qui était présente déjà chez les enfants. Donc, je pense il faut rester attentif à ce qu'on voulait, peut-être l'écrire et demander à nos enfants de le faire et de bien nous garder ça en mémoire pour être leur mémoire à défaut de... Parce que eux, peut-être qu'ils vont l'oublier et te dire, tu sais quoi, et à un moment donné, tu vas peut-être te demander pourquoi tu es là ou ce que tu as envie de faire. Ben, regarde ce que tu écrivais à 8 ans, mais je pense que ça n'a pas trop changé en fait. Mais encore une fois, comme on oublie, je pense qu'il faut trouver peut-être des petites techniques pour ne pas l'oublier, quoi. Ouais, parce que ça, au final, après, on peut se retrouver à vivre avec un choix qu'on n'aurait jamais fait si on n'écoute pas ça. Je pense qu'on peut passer à côté de sa vie assez facilement, ouais. Ouais, je pense que c'est hyper facile de passer à côté de sa vie, quoi. Mais parce qu'en plus, parfois, je sais pas, moi j'ai une copine qui est avocate et puis elle veut faire des documentaires et elle n'ose pas parce que, bah oui, c'est risqué. Puis tu dis, bah t'as presque 40 ans, qu'est-ce que tu vas lâcher une carrière qui fonctionne bien pour... Mais en même temps, elle peut aussi essayer 6 mois ou un an. En fait, c'est pas toujours des trucs très dramatiques. On peut aussi essayer à petite échelle. On peut très bien se dire, écoute, sa boîte, je suis sûre que 6 mois sabbatique, elle lui donne. Donc,
Essaye juste, ça se trouve, tu vas te dire, tu vas démystifier, et puis ça se trouve, ce sera vraiment quelque chose qui va te prendre aux tripes et tu vas dire, waouh, c'est ça que je veux faire. Et oui, ça va te Mhm. poser des sacrifices et un changement de vie, mais tu as trouvé ton truc et donc tu n'auras rien perdu en fait. Donc, je renoncer à 6 mois de sécurité pour potentiellement, soit arrêter de se poser la question, parce que si c'est pas ça, bah, au moins elle arrête de se poser la question et elle est contente dans son job actuel, ou bah, elle trouve autre chose et ça peut être que mieux, quoi. Si c'est vraiment quelque chose qu'elle a, où elle est bien, mais même ça, elle n'arrive pas à le faire et on est tous un peu comme ça, quoi. En fait, l'inconnu nous fait super peur parce que encore une fois, en fait, on n'est pas câblé pour aller dans l'inconnu. En fait, nous, on est câblé, on est des animaux, on est câblé pour survivre et se reproduire. Donc, on n'a pas de raison de prendre des risques qui nous servent à rien. Enfin, l'épanouissement n'est pas dans nos gènes, en fait. C'est un problème de riche qu'on a une fois qu'on a subvenu à tous nos autres besoins. Mais à la base, on n'est pas là pour être épanoui, on est là pour survivre et se reproduire. Enfin, biologiquement, on n'est pas. Voilà. Ouais. Donc le cerveau a plein de sortes de mécanismes qui va dire mais non, tu vas prendre éventuellement un risque pour manger ou pour survivre, mais tu vas pas prendre un risque pour t'épanouir. C'est complètement. Enfin voilà, tu vois, on est où là? Donc, mais dans notre société où on a réussi à tous nos autres besoins sont, on a subvenu à tous nos autres besoins, bah, c'est Maslow. Hein, c'est une fois qu'on a la sécurité alimentaire, le logement, le machin, là, on a eu de l'amour, on a eu ceci. Bah, alors, à quoi on aspire une fois qu'on a tout ça? Bah, à être heureux. Et là, du coup, bah, il faut se bouger les fesses parce qu'on n'est pas câblé pour être heureux, on est câblé pour rester en vie. Et c'est pas du tout la même chose en fait. Donc on ne va pas prendre spontanément des risques qui potentiellement peuvent nous mettre en danger ou qui ne servent à rien, en fait, qui ne servent pas Mhm. de la survie. Donc, il faut un petit peu aller à l'encontre de sa nature, se mettre un coup de pied aux fesses et dire, j'y vais, parce qu'en fait, ouais, tout va nous retenir, quoi. On est des êtres prudents, en fait. Euh, Mhm. C'est finalement l'épanouissement, il est un peu au prix de sortir de la zone de confort finalement. Complètement, complètement. Ah ben oui, oui, c'est le plus gros défi, c'est ça, hein, c'est de se mettre un gros coup de pied aux fesses, quoi. Et puis de voilà, de se pas se laisser enfermer par une idée du confort qui est assez superficielle en fait. Et comme aussi on est câblé pour, on a très peur de perdre en fait. On est pareil, Ouais. on n'est pas fait pour perdre, donc on déteste ça. On préfère ne pas perdre plutôt que gagner 2 fois plus, quoi. Il y a des expériences où c'est ça, on disait aux gens, est-ce que tu préfères Ouais. gagner 10 euros? Tu as une chance sur deux de gagner 10 euros ou de perdre 5 euros. Ah ben non, ils préfèrent surtout pas perdre 5 euros. Donc ils renoncent à l'opportunité de gagner 2 fois plus, juste parce qu'en fait, ils vont vivre 2 fois plus mal le fait d'avoir perdu 5 euros que d'avoir gagné, enfin, qu'ils vont vivre bien le fait d'avoir gagné 10 euros. Enfin, je ne sais pas si je m'explique. Mais Ouais, mais je vois. en gros, voilà, en fait, gagner, ça nous rend content au début, mais en fait, au final, on s'en fout un peu, on revient assez vite à un niveau de bonheur, de satisfaction assez. Par contre, perdre, on le vit super mal. Mais Ouais. assez vite aussi, dans les deux sens, on revient quand même assez vite à son niveau de bien-être et de bonheur. Et donc, on surestime à la fois le bonheur qu'on va avoir d'un gain. On se dit, tiens, qu'est-ce que je serais heureux quand j'aurais cette maison, ce job, que j'aurais eu ce poste dans l'université ou que j'aurais ceci, cela. Et quand on y arrive, on se rend compte que, en fait, non, pas tant que ça. Et inversement, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je serais malheureux si je divorçais, si je perdais mon job ou si je perdais une jambe, je m'en remettrais jamais. Et en fait, les gens qui l'ont vécu se disent, enfin, se rendent compte que après un gros coup dur au début, ils reviennent assez vite à un niveau de bonheur assez similaire à celui qu'ils avaient avant d'avoir le coup dur. Donc, ouais, on surestime beaucoup les événements et l'impact que certaines choses vont avoir sur notre vie, alors qu'en fait, non. Et donc, tout ça fait qu'on ne prend pas trop le risque, en fait. On ne prend pas trop le risque, alors qu'en fait, tout nous montre que même si on le prend et même si on se plante, eh ben, il y a quand même assez peu de chances qu'on soit aussi misérable que ce qu'on croit, quoi. Donc, même si je renonce à ma belle maison, ou je me dis aujourd'hui, oh là là, ce serait l'horreur si j'avais plus ma belle maison, en fait, non, je me retrouve dans un 2 pièces et en fait, ça va toujours aussi bien parce que ça passe pas par là. Donc, mais une fois qu'on l'a, c'est vachement dur, en fait. Mais tu parles de renoncement. Est-ce que tu es d'accord avec l'expression qui dit choisir, c'est renoncer? Ah. Non, je la déteste. Euh, non, je la Pourquoi? déteste. Non, ouais, vraiment, elle m'a toujours angoissée parce que du coup, c'est présenter le choix comme un renoncement, donc comme quelque chose de négatif, comme une perte. Ben, c'est ce que je viens de dire. Et comme je déteste perdre, comme tout le monde, je veux pas que choisir, ce soit une perte. Et je pense que toute ma vie, j'ai essayé justement de faire des choix qui étaient des demi-choix parce que je refusais de renoncer. Donc, c'était des trucs hyper ouverts où on garde toujours Hmm.
Donc, c'est vrai, évidemment que choisir, c'est renoncer, parce que si je choisis ce chemin-là, c'est pas un autre. Mais là encore, en fait, on vient à comment on formule la question et comment on essaye de... Voilà, si on se le présente comme ça, c'est l'enfer, je trouve, de choisir, du coup, parce que c'est un renoncement, c'est dur. Mais si on se dit choisir, c'est explorer, ou choisir, c'est essayer, c'est avancer, c'est grandir, en fait, le dire comme ça change tout. Enfin, du coup, ça rend le choix... beau, ça rend le choix intéressant, ça rend pas le choix dur. Et c'est juste une façon de... C'est une formulation. Et c'est un biais, c'est très... Enfin, dans le cerveau, c'est complètement différent l'effet que ça a. Enfin, je sais pas si tu connais les biais cognitifs, mais ça s'appelle le biais de... Comment il s'appelle? Le biais de framing effect en anglais. Donc, c'est comment tu proposes ou comment tu amènes un problème. Ouais. La façon dont tu amènes le problème et tu le formules va vraiment impacter la réponse que tu vas avoir de la personne en face. Et donc, il faisait des expériences et il disait, mais alors, est-ce que tu préfères sauver 300 personnes et en laisser mourir d'autres, 300 autres, ou est-ce que tu préfères sauver un tiers? Enfin, je sais plus, je m'embrouille chaque fois que je raconte ce truc, mais Un en gros, dilemme. la façon dont il présente le problème, les conséquences sont exactement les mêmes, mais selon qu'ils disent, tu préfères sauver 300 personnes et condamner, enfin, sans dire que implicitement ça condamne 300 autres personnes, ou condamner 300 personnes et implicitement ça veut dire sauver 300 autres personnes dans le problème. La façon dont tu tu le proposes et tu l'amènes avec un verbe, hein, condamner ou sauver, alors que en fait c'est exactement la même conséquence, et bien en fait ça change le choix des gens. Ils vont dire ah non, je préfère l'option 1, sauver les gens. Et en fait c'est ça. Donc moi je déteste cette formule et en fait j'essaye maintenant de plus, quand j'entends ça je me dis franchement c'est insupportable, parce que si on dit ça à nos enfants, par exemple, ils vont avoir peur du choix, quoi. Alors que si on leur dit, regarde, tu sais, choisir, c'est être courageux, c'est donner une direction, c'est s'affirmer, ouais, c'est ça, c'est le début de quelque chose. Ils vont avoir envie de faire des choix. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Évidemment que c'est vrai, mais quel est l'intérêt de le présenter comme ça, quoi? On le sait que c'est renoncer. Mais voilà, donc, ouais, je me suis dit, maintenant, voilà, je le vois plus comme ça et ça m'a fait vachement de bien, quoi. Parce que je pense que je l'ai tellement entendu et je l'ai tellement intériorisé que ça m'a un petit peu toujours traumatisé et ça m'a rendu le choix toujours un peu lourd, quoi. Et voilà, maintenant je préfère le voir comme ça, comme une possibilité d'affirmer sa liberté. Et ouais, franchement, ça change tout. D'accord. Ouais, ouais, finalement, c'est vraiment changer en fait sa manière de voir les choses. Et imaginons, moi, je suis une personne qui est négative, ok? Je suis Ouais. pessimiste, etc. Mais on m'a dit que c'était mieux d'être positif, d'être optimiste. Et voilà, j'ai envie de faire le choix Ouais. de mieux voir les choses. Ouais. Comment je fais pour faire ce choix? Oh là, alors là, on sort de mon domaine, là, on est dans le, dans le coaching. Alors ça, je ne saurais pas te dire. Avoir envie Non, d'être mais optimiste. une idée. Si jamais je fais le choix de devenir optimiste, comment Ouais, est-ce que, parce que faire un choix finalement, c'est une action finalement, c'est ouais, quelque chose de actif. ouais. Donc, ça peut se traduire par quelle action C'est se justement? forcer. Je pense que c'est se forcer. Mais je ne sais pas si tu as vu ce film Yes Man, qui est Ouais, je l'ai vu, complètement ouais, ouais, j'ai vu, c'est super. complètement con. Mais en fait, je me suis toujours dit, il faudra le faire un jour quand même, de dire oui à tout, juste pour voir quoi. Mais je pense que c'est pareil, c'est un petit peu, des fois, se forcer, s'obliger à aller un petit peu contre sa nature et de se faire une autocensure. Et ça t'empêche pas de le penser, mais par contre, tu vas pas le dire et tu vas pas le faire comme tu l'aurais fait. Donc, je pense qu'il faut Hmm. se forcer. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, ça devient, enfin, tu changes un petit peu ta manière de penser. Et encore une fois, c'est aussi, je pense que plus on ose, plus on se rend compte que ça va, que ça se passe bien et qu'on revient sur cette idée de so what, en fait, la plupart du temps, il ne s'est rien passé de bien grave derrière, quoi. Et du coup, Hmm. mais ça, il faut l'avoir fait. Il faut l'avoir fait plein de fois pour se rendre compte que quand on prend des risques, assez rarement, on le regrette vraiment, quoi, ou il se passe quelque chose de vraiment catastrophique derrière. Mais donc, je pense que ça marche pareil, ça marche de la même façon pour l'optimisme, en fait. Il faut se rendre compte que, bah, en fait, être optimiste, c'est pas forcément que con et que bah, peut-être que ça marche aussi et qu'en se forçant et en s'entraînant, bah, je pense que c'est un muscle, hein, le cerveau. Donc, en le forçant et en l'entraînant, je pense que ça devient après naturel, quoi, je pense, hein. Mais là, il faudra aller voir les spécialistes de ça, mais c'est un peu toute l'idée de la PNL aussi, hein, enfin, voilà, Hmm. moi, je ne suis pas très familière avec ça, mais je pense que oui. Mais ça suppose à chaque fois de se mettre un petit coup de pied au cul, on revient toujours à ça, quoi. Ouais, de sortir de la zone. Ouais, je pense qu'il y a des petites techniques, mais il faut essayer, quoi. Il faut se muscler, en fait, il faut s'entraîner.
il faut se muscler le cerveau à faire des meilleurs choix pour nous. Ouais, mais comme tout, moi j'avais lu des trucs sur sourire. Si on se force à sourire, au bout d'un moment, en fait, on le fait beaucoup plus naturellement. Et ça change apparemment plein de choses dans le cerveau aussi, juste de sourire. Moi, des fois, je m'oblige. Il y a un nouveau truc que j'essaye de faire et qui est vraiment dur. C'est en voiture de pas être détestable, quoi. Avec, parce que les gens sont super agressifs et je pense que j'en faisais Ouais. partie. Et je me dis, mais il faut rompre ces cercles. Et donc, j'essaie de me forcer quand je me fais traiter de connasse ou de n'importe quoi. Parce qu'en fait, les gens ont zéro indulgence en voiture. C'est que si tu as fait quelque chose qui n'était pas bien, tu l'as forcément fait exprès, quoi. Tu vois, c'est pas que tu étais étourdi, que tu n'as pas vu que le mec arrivait sur la droite ou c'est que tu es forcément une connasse, quoi. Donc, et donc, je trouve qu'on se fait tout le temps insulter très, très vite, quoi. Et du coup, maintenant, j'essaye de ne pas laisser passer. Et donc, voilà, je ne laisse pas passer. Donc, je m'arrête. Mais par contre, au lieu d'aller tout de suite au clash en disant, ouais, pourquoi tu me traites de ça, machin, et le truc qui va nulle part parce que tout le monde devient super agressif, tout le monde se chauffe et tout ça, essayer de dire, excuse-moi, en fait, je t'ai pas vu, pourquoi tu me parles comme ça? Mais pas méchamment, dans le sens où, est-ce qu'on est obligé de se dire les choses comme ça? Voilà, je suis désolée, c'est une étourderie. Et parfois, même, c'est même pas moi, c'est peut-être toi. Mais est-ce que c'est nécessaire d'être agressif comme ça? Et souvent, les gens se rendent compte que non, que c'est un réflexe qu'on a tous un petit peu acquis. Je ne sais pas comment c'est venu, ça, d'être complètement taré en voiture et d'être super agressif, mais on est sur la défensive à fond. Et qu'en fait, il y a une autre manière de se parler. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas naturel. Hein. C'est que là, j'ai le cœur qui est comme ça parce que tu es super remonté. Tu t'es fait insulter. Donc, a priori, toutes tes émotions qui remontent. Et puis voilà, essayer de se calmer, voilà, d'essayer juste de changer encore une fois l'attitude, quoi. Et de sourire à des gens dans la rue ou plutôt que faire la gueule. Et ça demande un petit effort aussi, hein, parce qu'il y en a que tu croises, ils font la gueule et tu dis, bon, ça va être compliqué de leur sourire, mais très souvent, quand même, derrière, ça marche, quoi. Et ouais, je pense qu'on peut un petit peu essayer de faire ça, quoi. Mais c'est marrant parce que finalement, il y a plein de gens qui font ou qui ne font pas des choses parce qu'ils considèrent que c'est pas forcément naturel, alors qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le naturel peut s'entraîner. Je pense, ouais. Ouais, je pense vraiment ça, ouais. Je pense. Je pense que. Puis c'est vraiment aussi le fruit d'un environnement. Ce qu'on croit naturel, c'est aussi le fruit d'un environnement. Enfin, moi, je sais, quand j'habitais à Paris, j'étais devenue parisienne. Je m'exaspérais de plein de choses. Quelqu'un qui avance pas dans le métro, tu es derrière, tu lui souffles dans le cou, tu fais. Tu sais, t'es exaspéré parce que le mec sait pas où il va. Et puis maintenant, quand je retourne à Paris, je me dis, waouh, en fait, j'ai changé. Pas que en bien, hein, mais je suis plus. Je me rends compte à quel point, quand on est à Paris, on devient parisien, quoi. Et quand on est Ouais. provincial, on devient provincial aussi. C'est-à-dire que maintenant, je vois des trucs et je me dis, oh là, j'ai des réactions de provincial, je me dis, oh là là, c'est vrai, enfin, je suis devenue un peu catastrophique, voilà. Mais l'environnement, et c'est là où on rejoint aussi cette idée que les choix nous transforment et donc ils sont importants, mais c'est quelle personne on veut devenir. Attention, si tu habites là, il y a des chances que l'environnement te transforme. Si tu restes dans ce cercle de gens, il y a des chances que tu te mettes à penser comme eux. Enfin, on est quand même super perméable et on devient Mm. un peu aussi la somme des gens avec lesquels on est. Donc, il faut faire super attention à ça aussi, à où on vit, avec qui on vit, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on se met dans la tête, de quoi on se nourrit en fait. C'est parce que ça va nous transformer, même qu'on le veuille ou non, on va devenir un petit peu comme ça. Donc, ouais, il faut être vraiment plus vigilant, je pense, avec ça. Ah ouais, mais aussi accepter aussi le fait d'être perméable et donc vulnérable finalement. Ouais, ouais, ouais. Alors bien ça aussi. Ouais. Ouais, mais du coup, comme on sait qu'on est vulnérable, faire attention à quoi on En s'expose, soi. quoi. Ouais, à quoi on Mm. s'expose. Ouais. Donc, moi, je veux plus m'exposer à l'agressivité des gens en voiture, quoi. Donc, j'essaye j'essaye à ma petite échelle, de montrer que c'est complètement absurde de se parler comme ça, mais voilà. Et d'éviter aussi des situations où je vais me retrouver comme ça, quoi. Donc, Mm. ouais, c'est pas évident. Mais Mais c'est tout un choix à faire. Ouais, tout ça, mais c'est ça, on revient toujours à cette idée d'attitude, quoi. C'est quelle est l'attitude que tu essayes d'avoir et ça peut vraiment changer d'attitude, peut vraiment changer, ça peut vraiment changer ta façon de vivre et sans changer ton choix, hein, mais changer ton attitude va rendre ta vie totalement différente, quoi. En tout cas, Sophie, merci pour cet échange. Ce fut très Merci riche. à toi de m'avoir sollicité, c'était un plaisir, c'était des bonnes questions. Bah écoute, en tout cas, non, franchement, un échange super riche et bah, peut-être un épisode 2 hein, qui sait plus tard.
Bon, bah, super. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis voilà, tiens-moi au courant. De même. À bientôt. Salut.